Bonjour Olivier, merci pour ta mobilisation. Quelques mots pour vous parler de notre partenariat récent. Tous deux avons un savoir et un savoir-faire dans le domaine particulier de la business intelligence, l'intelligence des affaires. 20 plus 30, un demi-siècle. Notre curiosité partagée pour Snowflake, solution qui a fait le buzz, créée en 2012 par deux Français, avec une valorisation boursière de 64 milliards de dollars dès son entrée en bourse à Wall Street. Alors pourquoi avoir sollicité Olivier? Eh bien, Olivier, mieux que personne, a pu mesurer l'importance d'indicateurs de pilotage fiables. Il vient de traverser la moitié des océans sur son voilier pour accoster en Nouvelle-Calédonie. Piloter son entreprise, c'est aussi arriver à bon port avec tous ses collaborateurs sains et saufs, n'est-ce pas? Profiter de cet exposé, appuyé par le témoignage de Amael Laurier, directeur BI en direct du Canada. Olivier, je te passe la parole. Merci Ida. Donc, je me présente Olivier Rocher, je suis consultant en business intelligence depuis une vingtaine d'années. J'ai aidé mes clients en Europe, au Canada et maintenant en Nouvelle-Calédonie sur tous les aspects des projets d'intelligence d'affaires, de business intelligence, de la définition des indicateurs, la réalisation de tableaux de bord et de rapports, mais aussi l'architecture, la conception de ces solutions et la modélisation des entrepôts de données pour supporter les solutions de business intelligence. Et depuis tout ce temps et au cours de tous mes mandats, j'ai pu toujours faire le même constat, c'est que ces solutions sont géniales, mais elles restent inaccessibles à beaucoup d'entreprises à cause de leurs coûts, de la compétence qu'elles nécessitent pour les maintenir et les opérer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a devant nous une solution avec Snowflake et puis le cloud qui va permettre de répondre à ce besoin-là. Et c'est ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors rapidement, qu'est-ce que Snowflake? Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias. C'est une société qui a été fondée en 2012 par deux Français, anciens d'Oracle, qui voyaient croître finalement un gouffre entre les solutions traditionnelles d'entreprise, Oracle, DB2 ou SQL Server par exemple, et les solutions qu'offrait le cloud qui permettaient de stocker des énormes volumes de données, des données non SQL, mais sans une connectivité, sans une facilité d'interroger ces bases de données. Eux ont pris une différente approche et sont repartis d'une page blanche pour créer la première base de données SQL conçue pour le cloud, c'est-à-dire conçue pour tirer réellement avantage de la puissance et de l'élasticité du cloud et non pas juste d'externaliser finalement notre infrastructure à l'extérieur de l'entreprise. Le résultat est parlant et avec 100% plus de 100% de croissance des revenus et du nombre de clients depuis 2017, on peut dire que c'est déjà d'ores et déjà un succès. Actuellement, en Amérique du Nord, par exemple, c'est un véritable raz-de-marée de migration. Toutes les grandes entreprises, toute entreprise quasiment, qui possède un data warehouse et qui fait face à des coûts de plus en plus importants et une difficulté de plus en plus importante d'intégrer toutes leurs données, sont en train de migrer sur Snowflake. Les marchés financiers aussi ont accueilli très, très positivement cette solution-là et son offre en faisant de Snowflake finalement la plus grosse capitalisation boursière de l'histoire du Nasdaq lors de son introduction en bourse. Alors, on peut se demander sur quoi est basé un tel succès. Donc, pour bien comprendre, revoyons rapidement quels sont les problèmes des solutions de data warehouse, d'entrepôt de données conventionnels. Premièrement, la nature des données. Les données sont de plus en plus difficiles à intégrer car elles sont disparates. On a des données internes à l'entreprise, des données externes, que ce soit des données publiques ou des données de partenaires, et on a des données qui sont structurées, des données de base de données, et aussi des données non structurées qui viennent de tout un tas d'autres applications ou autres sources. Le web en est une source infinie. En outre, il est très difficile de partager nos données une fois qu'elles sont intégrées dans notre data warehouse. On a aussi un problème qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus récurrent, qui est un problème d'évolutivité et de performance de la solution.
Un data warehouse est très gourmand en ressources pour charger des données et les requêtes des utilisateurs lors des pics d'utilisation, comme par exemple des fins de période, des fins de mois, peuvent rapidement engorger l'infrastructure. Donc, on se retrouve avec des chargements de plus en plus lents qui parfois ne tiennent plus dans notre fenêtre d'exploitation de la nuit ou du week-end, des utilisateurs qui font face à des performances dégradées et toujours un problème de contention de ressources. Un coup, c'est le computing, après ça va être le réseau, ça va être les disques, et on ne s'en sort pas. On est obligé finalement d'avoir une infrastructure qui est en surcapacité la majorité du temps pour pouvoir absorber les pics d'utilisation ou les pics de chargement de notre data warehouse. On se retrouve évidemment avec des coûts d'infrastructure qui ne font que grossir, de plus en plus de besoins de stockage, de plus en plus de besoins de serveurs et de capacité de processing, et les coûts de licence qui vont avec. Pour y pallier, on optimise donc de plus en plus de tâches d'administration des administrateurs de bases de données avec l'indexation, le partitionnement, la maintenance des bases de données. Tout ça augmente les coûts et au final, on a une valeur d'affaires qui est réduite avec des données partielles, des données qui ne sont pas toujours là, à jour, lorsque les utilisateurs veulent interroger leur rapport. Et avec ces coûts qui sont croissants sur l'infrastructure, on a un ROI qui est amoindri. Snowflake va répondre à la question avec une architecture unique qui va tirer parti du cloud. Donc, Snowflake, on ne va pas être dans une solution finalement où on va déporter son serveur sur le cloud juste pour ne pas avoir à s'occuper de son infrastructure. Et c'est une solution complète qui va répondre à ce besoin-là. Comment? Déjà, elle va nous permettre de centraliser toutes les données de l'entreprise, qu'elles soient sur un service, sur le cloud ou à l'intérieur de notre entreprise, les données de nos partenaires, nos propres données externes ou internes, les données structurées et non structurées. Donc, quand on parle de données non structurées, pour les gens qui connaissent ça, donc on va parler des formats JSON, Parquet, Avro, par exemple, pour ne citer que. Donc, tout ça va pouvoir être intégré suivant la même technologie dans une base de données SQL. En plus, et ça c'est une problématique de plus en plus importante, on va pouvoir faire un partage sécurisé des données que l'on choisit avec nos partenaires d'affaires sans coût supplémentaire. Plus de problèmes de performance et de la gestion du stockage, car la solution va tirer parti de l'élasticité du cloud. Comment? En séparant la capacité de stockage de la capacité de processing et en offrant une puissance à la demande configurable par le client Snowflake. Donc, on a de la puissance de processing uniquement quand on en a besoin. Quand on n'en a pas besoin, le système est en attente, éteint et ne coûte rien. Donc, on peut arriver à une très bonne performance sans avoir à avoir une infrastructure en surcapacité. En outre, évidemment, comme toute solution sur le cloud, cela est beaucoup plus classique. On n'a pas de coût de licence ni de matériel, mais surtout, en plus de ça, on n'a pas de coût de maintenance. Les activités d'administration de bases de données, de gestion des index, de partitionnement, d'optimisation du stockage et des file systems n'existent plus. En plus, avec une infrastructure qui est 100% SQL, on a une grande compatibilité, donc beaucoup moins de problématiques d'utilisation des données, et en payant à l'usage, les coûts restent réduits. Finalement, on va avoir des données qui vont être à jour beaucoup plus facilement, donc à jour et complètes, en pouvant intégrer plus de données. Des requêtes et des usagers finalement qui sont performantes, donc qui vont pouvoir réellement apporter une grande valeur d'affaires. Et on a un contrôle des coûts, car on a une infrastructure qui nous offre en quasi temps réel quels sont les coûts de processing, quels sont les coûts de stockage. Ce qui est très difficile à obtenir au sein de sa propre entreprise, car souvent, on va être sur des infrastructures distribuées, des personnes dont les efforts pour maintenir cette infrastructure sont distribués sur plusieurs projets, plusieurs applications, et c'est très difficile d'en connaître le coût. Là, on a une transparence complète de celui-ci. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, pour se remettre en contexte, sur un schéma qui est assez classique, on a nos sources de données,
notre processus d'intégration. Et là, donc, on a notre entrepôt de données Snowflake qui va être capable d'accéder aussi bien nos propres bases de données, nos applications internes, mais aussi des données externes, que ce soit des données de partenaires, des données publiques, et d'intégrer toutes les données qui sont non conventionnelles, les données semi-structurées dont je parlais plus tôt. Et pour les utilisateurs, finalement, il n'y a pas réellement de changement, à part qu'ils vont expérimenter une bien meilleure performance. Mais ils accéderont toujours à la base de données, étant donné qu'elle est sur la même technologie qu'une base de données conventionnelle, via leurs outils auxquels ils sont habitués. Que ce soit des outils de business intelligence, tels MicroStrategy ou Business Objects déployés au sein de leur infrastructure, ou des outils comme Tableau, Power BI ou ClickView, pour ne citer que les leaders, qui sont eux aussi, comme Snowflake, sur le cloud. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, on reste dans une infrastructure classique. La différence, elle se passe sous le capot sur comment l'architecture de Snowflake fonctionne. Donc, je vais vous la présenter pour démystifier un petit peu tout ça. Déjà, le stockage. On va tirer parti du stockage du cloud. Donc, le client Snowflake, en créant son compte, va choisir quel opérateur il va installer sur quel opérateur la solution va être déployée, Amazon, Azure ou Google, et dans la région de son choix, qui va être évidemment la plus proche de ses opérations, et où éventuellement il dispose déjà de stockage de données ou d'une application. Donc, le stockage aussi va être indépendant du processing. Donc, ce stockage-là peut croître suivant le volume de données qui est ingéré par la base de données. Le processing, lui, est opéré. Donc, quand on parle du processing, c'est la capacité de charger des données lors de l'intégration des données ou de les requêter d'un point de vue utilisateur. Donc, on va avoir des nœuds de processing qui sont multiples et indépendants, les virtual warehouses. Donc, par exemple, comme vous le voyez sur ce schéma, on va pouvoir en dédier au chargement à notre TL, pouvoir en dédier par département à notre unité de développement. Et ces nœuds de processing, finalement, sont composés donc, de 1 à 128 serveurs, suivant le besoin. Donc, je ne vous cache pas que 128 serveurs, c'est un cas qui est très, très rare, que je n'ai pas encore vu. Mais déjà, sur une échelle de 1 à 8 ou 16 serveurs qui vont faire du processing en parallèle, on va arriver à des niveaux de performance actuellement jamais vus sur des solutions conventionnelles. Donc, on a un complet contrôle là-dessus, sur cette solution, finalement, qui est très différente des bases de données classiques, où finalement, on a une solution hybride entre un stockage partagé sur plusieurs nœuds ou des solutions qui sont comme Nitiza, par exemple, avec plusieurs nœuds de processing qui ont chacun leur stockage dédié. Ici, un seul stockage, autant de nœuds de processing qui ont une capacité de variable. La dernière innovation de l'architecture qui va garantir ce haut niveau de performance, c'est la manière dont sont stockées les données. Les données sont stockées désormais dans cette solution dans des tout petits fichiers, donc des micro-partitions, où les données ne sont pas stockées en ligne comme dans une base de données classique, mais en colonnes et extrêmement compressées. Alors, comment tout ça fonctionne? On a beaucoup d'éléments qui vont devoir être coordonnés par une couche de service. Cette couche de service est un petit peu le cerveau de la solution qui, évidemment, va tout d'abord gérer un aspect très important, la sécurité. Donc, l'authentification, l'encryption des données, toutes les données sont encryptées, les accès, donc toute la gestion d'accès des droits dans les bases de données, comme ça se fait dans une base de données classique. Mais surtout, elle dispose d'un puissant moteur de métadonnées. Donc, les métadonnées, ce sont des données sur les données, mais aussi des données sur notre déploiement, qui vont servir à coordonner finalement toutes les ressources qui sont mises en œuvre pour processer nos données, qui vont coordonner l'accès aux partitions où sont stockées les données et qui vont gérer finalement l'ensemble de notre déploiement. Cette couche de service garantit aussi, quand on fait du processing massif en parallèle, comme ça, l'intégrité des transactions. S'assurer que quand tous ces serveurs en parallèle ont fini d'extraire les données et de rendre le résultat est intègre et conforme, y compris si des transactions sont faites à ce moment-là dans la base de données. Et surtout,
elles vont gérer l'optimisation en permanence de notre système. Donc, les tâches avant de recréation d'index, de partitionnement, etc., sont gérées automatiquement par la couche de service qui, en fonction du niveau de fragmentation, des partitions, au niveau des accès, etc., va optimiser le stockage. Donc, finalement, c'est ce moteur de service et de métadonnées qui est au-dessus de la solution, qui va être le grand coordonnateur de notre solution et qui va faire que la solution est auto-gérée. Donc, on va en dégager des bénéfices tangibles. J'ai déjà parlé de la performance, mais aussi de la flexibilité et des coûts. Alors, en détaillant un petit peu ça, pourquoi la performance? On l'a vu, on a une puissance de calcul qui est virtuellement illimitée. Chaque virtual warehouse, donc ces unités de processing qui sont faites pour ou intégrer les données ou les accéder, c'est nous-mêmes le client qui les paramétrons, qui pouvons en créer autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite au niveau des licences là-dessus. On va pouvoir les démarrer ou les arrêter automatiquement et en changer la taille en fonction de la charge de travail. Donc, typiquement, par exemple, lors de gros chargements de données hebdomadaires ou mensuels, on va en augmenter la taille manuellement ou par du scripting pour processer les données très rapidement. Des groupes d'analystes faisant des requêtes très intenses sur la base de données pourront avoir accès à un virtual warehouse plus gros. Autre aspect, donc les micro-partitions dont on a parlé, donc qui, elles, sont coordonnées par ce moteur de métadonnées, garantissent la performance sans optimisation. Elles sont sans cesse optimisées par le moteur interne de Snowflake pour garantir de la performance. Et finalement, on a un système de caching efficace qui fait que si un utilisateur a fait une requête similaire, cette requête n'est pas réexécutée, mais on peut retrouver le résultat qui correspond à notre requête sans compromettre la sécurité de données grâce à ces données qui sont déjà en cache. La flexibilité, alors un élément très important et qui est unique à cette solution, ça va être le partage et le clonage des données sans copie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que si on veut par exemple créer un environnement de développement, on effectue une commande qui est cloner une base de données et on ne va pas dupliquer les données. Si on a un data warehouse de production qui fait plusieurs terras, on peut créer une autre base de données qui accédera des données, le même volume de données, sans doubler notre stockage. Alors ensuite, évidemment, ça se fait uniquement par cette gestion des métadonnées, donc de nouveaux pointeurs qui vont accéder aux données. Évidemment, si dans notre environnement, dans nos environnements clonés, les données évoluent, elles vont faire appel à des nouvelles partitions de données. C'est juste à ce moment-là qu'on va supprimer, insérer ou mettre à jour des données que le volume de données va augmenter. Ce système-là va nous permettre aussi de faire des sauvegardes et des restaurations automatiques de données sans que nous, en tant que clients, on ait besoin de s'en occuper. Et aussi des retours en arrière. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Time Travel et qui permet de revenir après une transaction erronée exactement au point de restauration que l'on veut. Donc, suivant la version de Snowflake que l'on a, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur 24 heures ou 7 jours, mais qui permet de restaurer les données suite à une mauvaise opération dans un temps record. Et évidemment, la flexibilité, elle arrive aussi grâce à ce système qui permet d'intégrer tout type de données. Donc des fichiers CSV ou texte auxquels on est habitué, mais aussi les données semi-structurées au format JSON, Avro, etc. Tout ça via un même et unique processus et un moteur de données SQL. Finalement, en termes de coût, le coût de stockage est limité car on s'appuie sur le stockage très abordable du cloud et il s'adapte automatiquement au volume de données. Donc, on n'a pas besoin de provisionner de très gros disques aujourd'hui pour la capacité de demain. On paye ce qui est utilisé au mois. Pour les ressources de processing, c'est une facturation à la seconde. Donc là aussi, pas besoin de planifier, d'avoir de surcapacité. Et plus de tâches d'administration de la base de données, étant donné que la maintenance est automatique. Idem au niveau de la sécurité, pas besoin de casse-tête de sécurité, d'équipe dédiée à ça. On a une authentification très sécurisée, une encryption de données et des accès sécurisés natifs.
Tout ça va nous amener beaucoup de bénéfices au niveau des projets, des opérations et de la valeur d'affaires de notre entrepôt de données et de notre solution de business intelligence. Pour les projets, un temps de développement qui est réduit parce qu'on va pouvoir travailler en mode agile avec une modélisation évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on s'est trompé dans la modélisation et qu'on doit changer des règles d'affaires, ce n'est plus un obstacle de recharger de très grosses tables de faits qui possèdent des dizaines ou des centaines de millions de lignes. On ne parle plus en nuit entière, en journée, en week-end de chargement, mais en minutes. On va aussi ne plus avoir à faire de tables d'agrégat pour assurer de la performance. On peut accéder directement aux tables à la granularité la plus réduite. Donc, on réduit encore nos temps de projet et notre rapidité de mise à disposition de l'information à nos utilisateurs. Et finalement, un seul langage, le SQL, quel que soit le type de données. On peut de plus en plus se passer d'ETL, donc toute personne connaissant dans l'équipe le SQL va pouvoir participer au projet d'entrepôt de données. Pour les opérations, j'en ai déjà parlé, pas de coût d'administration, d'optimisation et de gestion des sauvegardes. Donc, on coupe beaucoup nos coûts d'opération et effectivement une valeur d'affaires qui est accrue car les données peuvent être disponibles en quasi temps réel, toutes formes de données, et on a un contrôle des coûts de la solution. Donc évidemment, comme on paye à la demande, si on intègre plus de données et à des fréquences plus élevées, le coût va augmenter. Mais celui-ci sera directement visible dans le tableau de bord de Snowflake et nous permettra effectivement de valider le coût de notre solution et si les exigences qu'on demande vis-à-vis des données en termes de disponibilité et de rapidité de mise à disposition d'informations justifient le coût que cela représente. Chose qui est très dure dans une infrastructure classique. Donc avant de passer à une étude de cas fort intéressante, un petit aperçu sur les coûts. Donc on parle de facturation à la seconde, pas de coût de backup ni de restauration de données. On choisit son niveau de performance avec la taille des virtual warehouses. Donc, je vous montre ci-dessous d'ailleurs un petit tableau qui est un petit peu comme les tailles de t-shirt, de extra small à très 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 large, et montre le nombre de serveurs qu'on a finalement à notre disposition dans chacun des nœuds et son coût en crédit. Donc, on a un fonctionnement en termes de nombre de crédits par heure qui est égal au nombre de serveurs finalement dans un virtual warehouse, et chaque crédit représente un coût dans notre monnaie. D'accord ? Donc, on va pouvoir ainsi on a un modèle de calcul finalement qui est très simple. Le stockage est au mois et au terabyte, et le coût du processing fonctionne par crédit, et c'est l'utilisateur, enfin finalement le client, qui contrôle la taille de ces warehouses, donc finalement l'utilisation des crédits. À noter aussi que ce coût de stockage-là n'est pas un coût sur un terabyte conventionnel, c'est un terabyte de données compressées, donc qui représente jusqu'à un quart du volume de données. Alors, je me suis livré un petit exercice qui est d'estimer finalement des coûts. Alors, moi aussi, je suis parti sur des tailles de t-shirt un peu, small, medium et large, avec des terabytes de données compressées. Donc, on s'entend que dans notre contexte, ici dans les tomes, ce que j'appelle médium, donc 5 terabytes de données compressées, est déjà un volume de données immense. Okay. Ça serait l'équivalent de 10 années de stockage de données pour une entreprise de vente au détail ayant 250 ou 300 magasins, intégrant toutes les ventes, tout son inventaire, toutes ces données de ressources humaines. Donc, on parle de quelque chose déjà de massif. Et vous voyez, donc, au total, je vous passe le détail de ces calculs, mais pour une petite entreprise, on est dans une solution qui est de l'ordre de 600 000 francs par an. Une moyenne à grande entreprise, on est toujours en bas de 3 millions. Et là, mon exemple d'entreprise, de très grande entreprise, on reste même sous le million d'euros. Donc, vous pouvez mettre ça en relation avec des coûts de licence que vous connaissez et vous verrez que déjà à ce niveau-là, c'est compétitif. Et on n'a pas encore parlé des coûts d'infrastructure, des coûts de mise à jour et de l'administration de la solution.
Pour boucler cette présentation, je voudrais vous présenter un cas très concret. Donc, pas une success story comme le font les éditeurs de logiciels, mais une histoire d'un ancien collègue à moi qui est désormais directeur de la business intelligence pour une start-up, société canadienne spécialisée dans la livraison de colis last mile. C'est-à-dire ce sont eux qui sont responsables de finaliser la livraison, par exemple, de toutes les livraisons d'Amazon. Ils ont des délais qui sont très élevés, qui sont très exigeants, pardon, avec une livraison en moins de 24 heures et un très gros volume de données. Donc, ils sont dans un contexte de BI opérationnel en quasi temps réel pour permettre de s'assurer que les opérations sont fluides, qu'il n'y a pas de grain de sable dans les opérations et qu'ils vont être capables de livrer dans les temps requis. Cette entreprise, qui est récente, avait quasiment aucun environnement de business intelligence en février 2020 et peu de ressources à disposition. Donc, on parle d'une personne temps plein et d'un ou deux consultants, par exemple, maximum, qui vient intervenir pour donner un coup de main à certains moments. Et voici donc ce que Amael, ce directeur BI chez Intelcom Express, a réussi à faire avec Snowflake et Power BI. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous, donc je me présente, Amael Laurier, en direct de Montréal, Canada. Mon mandat était relativement simple en tant que lead BI et analytique. Le but de cette année pour moi, c'était déjà de mettre en place un environnement BI, toute une plateforme avec toutes sortes de rapports qu'on peut imaginer pour donner de la visibilité dans un premier temps sur toutes les opérations qui ont lieu à travers le Canada. Dans notre situation actuellement, on a une cinquantaine d'entrepôts dans lesquels on reçoit des colis pour triage et pour dispatcher sur les routes. Et il s'est avéré, en arrivant dans la compagnie, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait pratiquement rien au niveau BI, mais la demande était déjà croissante de manière exponentielle. Donc rien qu'entre mon arrivée en février et quelques mois auparavant, la business avait augmenté de 50 à 60%. Et entre février et maintenant, donc fin octobre, on a déjà 300% d'augmentation, littéralement. Donc c'était clair qu'il fallait améliorer la visibilité des opérations, tout en ayant d'énormes volumes de data. Et chaque colis génère dans son cycle de vie de nombreux événements. On va dire en moyenne une dizaine d'événements, et qui sont des messages JSON qui sont envoyés par différentes applications opérationnelles. Donc ça crée beaucoup de volume, on se retrouve à recevoir entre 2 et 3 millions d'événements minimum par jour, tout en devant donner dans les premiers besoins qu'on avait, c'était être capable de donner de la visibilité sur les opérations de tri, à quel point les stations, les warehouses performent bien leur tri, est-ce qu'ils sont en retard, leur moyenne de package à l'heure, est-ce que ça fait du sens par rapport à leur moyenne habituelle. Est-ce que les chauffeurs qui sont sur la route pour livrer les colis, ils sont pas en retard aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas pris trop de colis? Donc toutes sortes de visibilité qu'on peut imaginer comme ça. Au début, ça leur suffisait d'avoir une visibilité à l'heure à peu près. Et l'utilisation de Snowflake dans ce contexte-là me paraissait un excellent choix d'architecture parce que déjà, j'avais pas une excellente connaissance de la business. Donc j'avais besoin d'un outil qui soit flexible. Et c'est un des atouts incontestables de Snowflake, c'est que on le met dans le cloud, c'est facile à déployer, il n'y a pas grand chose à manager, on a besoin d'un peu plus de performance, on peut très facilement passer d'un niveau XS à X à Medium pour aller chercher plus de performance. Et c'est flexible dans le sens où j'ai eu le droit à l'erreur. Donc, j'ai pas été tout seul dans l'équipe, j'ai travaillé avec 1 à 2 consultants dans les premiers mois pour mettre en place une bonne base de déjà ce qu'on pourrait appeler un ensemble de 2-3 data marts clés pour les opérations. Mais on a fait des erreurs de modélisation. On était capable de reloader des tables au complet en changeant légèrement un petit peu la modélisation. Donc, parfois, c'était juste des règles d'affaires qui changeaient, mais parfois, c'était ajouter une colonne. C'est des choses que, dans un contexte de data warehousing normal, nous aurait demandé beaucoup plus d'efforts, parce que là, littéralement, ça se faisait en quelques minutes. Donc, définitivement, Snowflake gain de performance, de productivité énormément grâce
à cette flexibilité qu'on avait. Donc, on a été capable de développer beaucoup de rapports. On est rendu aujourd'hui à une cinquantaine de rapports. Puis, même pour moi, honnêtement, c'était vraiment un pari réussi. Ça fait déjà bientôt 3 ans maintenant que je flirte beaucoup avec les technologies du cloud. Première fois avec Snowflake, et c'est de loin le plus grand succès jusqu'à présent. Nos volumes au niveau de livraison journalière ont encore explosé depuis une dizaine de jours. Au lieu d'avoir besoin de quelque chose qui rafraîchit aux heures, là on est passé à des demandes où c'était aux 15 minutes. Et aux 15 minutes, on brasse littéralement des centaines de millions de lignes. Et c'est juste incroyable d'être capable de faire ça avec Snowflake, avec une toute petite équipe. On a littéralement fait tous ces changements structurels de loader certaines tables à l'heure aux 15 minutes, avec quelques petits tweaks quand même de temps en temps, là, à 4. Donc c'était juste, honnêtement, vraiment du jamais vu pour moi dans le passé, une dizaine d'années en BI. Et c'est vraiment pari réussi. Actuellement, on a 200 personnes aux opérations qui sont capables de se connecter sur différents rapports, voir leur data en near real time, comme on pourrait dire, grâce à tous ces événements qu'on reçoit qui sont agrégés très rapidement par Snowflake. Donc c'est sûr que ça vient avec une notion de coût qui est non négligeable. Donc dans les premiers mois d'utilisation, on rafraîchissait à l'heure, c'était bien correct, on était entre 1000 et 2000 dollars par mois, ce qui reste bien moins cher qu'une licence potentiellement SQL Server Enterprise quand on joue avec plusieurs environnements. On reste quand même moins cher et plus flexible. Maintenant, on est, réalistiquement parlant, on est plus dans les 6, 7, 8 000 dollars par mois là, depuis qu'on a commencé à activer ces rapports qui sont rafraîchis beaucoup plus rapidement, mais le besoin était là. Donc c'est ça la beauté de Snowflake aussi, c'est que ça scale suivant ce qu'on a besoin d'un point de vue de performance, puis on consomme ce qu'on a besoin que ça consomme. Donc, j'espère que cette présentation et puis cette étude de cas vous ont un petit peu montré la valeur que peut avoir ce type de solution et à quel point finalement on peut rendre la business intelligence accessible donc aux entreprises qui en possèdent déjà, mais qui font face actuellement à des blocages en termes de coûts, en termes de capacité, et accessible aussi à des plus petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre ce genre de solution à cause des limitations technologiques et des coûts que cela engendrait. Donc les prochaines étapes que je vous propose, ça serait une démonstration réelle de l'outil, chose que vous pouvez aussi faire par vous-même. Il existe donc un environnement d'essai où vous pouvez avoir un compte gratuit pendant 30 jours avec un certain nombre de crédits pour expérimenter la solution, peut-être avec vos propres jeux de données. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner pour faire une preuve de concept. Donc, aussi, on peut vous accompagner donc, dans l'expression des besoins finalement d'un data warehouse moderne et dans la démarche projet. Effectivement, c'est important car, comme le mentionnait Amel à la fin de sa présentation, même si la solution reste beaucoup plus abordable qu'une solution classique, les exigences qu'on va avoir vont avoir un effet important sur le coût. Donc, c'est important aussi de s'entourer d'experts en entrepôt de données qui vont permettre de définir une architecture efficace qui permettra d'optimiser les coûts et qui vous aidera finalement à bien les estimer. Donc avec Ida, on reste à votre disposition pour toute information complémentaire, pour toute discussion sur le sujet. Et toute réponse à des questions qu'aurait pu susciter cette présentation. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et votre intérêt. Merci beaucoup, Olivier. C'est effectivement une révolution attendue, ayant débuté début des années 90, presque 30 ans maintenant, en Data Warehouse. C'est effectivement une levée de blocage important, surtout ici dans les territoires d'outre-mer. J'ai déjà échangé avec des clients se plaignant de la limite qu'ils ont atteint avec leur Data Warehouse, puisqu'on l'a mis en place il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, donc le Data Warehouse commence à atteindre ses limites. Donc certainement, on va identifier là des solutions qu'on peut leur apporter. Ici, plus récemment, des organisations souhaitent aller vers un Data Warehouse aux normes
et sont également limités, se sont également arrêtés par l'investissement non seulement financier, mais aussi ressources à dédier sur la mise en œuvre d'un data warehouse, et en fait des petites structures effectivement qui souhaitent disposer d'un data warehouse. Donc là vraiment c'est une solution à laquelle tous devraient s'intéresser. Déjà, au vu du succès de cette société créée en 2012, valorisée à 64 milliards de dollars, qui n'a pas laissé indifférent lorsqu'on regarde la presse spécialisée. Donc, encore un grand merci et comme tu le disais, on reste à disposition des clients pour des proof of concept, des démos et toute autre information dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Merci.